Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Lutte contre l'évasion fiscale, protection des lanceurs d'alerte, CETA, on en dira un mot également. Et puis on essaiera de dire un mot également sur tout ce qui concerne la pollution et la lutte contre les émissions de gaz. Je vous propose de faire un point sur ces questions qui sont à la fois les questions qui ont été largement traitées au cours de l'année, bien sûr, ici au Parlement européen, mais qui sont aussi les questions d'actualité avec vous. Virginie Rosière, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes députée socialiste et démocrate. Michel Rivasi, vous êtes député également Vert, Alliance Libre Europe, et Patrick Le Yarrick, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous. Commençons peut-être, parce que vraiment, on est en plein dans l'actualité sur la question de l'évasion fiscale. Alors, le but un petit peu de tout ce qu'on va dire là, c'est de savoir si on avance, si on recule, qu'est-ce qui avance, où est-ce qu'on en est en cette fin d'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore des scandales qui sont dans l'actualité. Footleaks, on en parle. Le Indidex avec la marque Zara, 600 millions d'euros évités, ce qui n'est pas rien, dans plusieurs paradis fiscaux. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle de cette question-là? Qu'est-ce qu'on peut dire au bout de cette année? On en disait quelques mots tout à l'heure hors antenne. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça recule? Où est-ce qu'on en est? On commence avec vous, Virginie Rosière. Merci, oui, on se pose la question parce qu'au moment où vous allez en parler sans doute, le procès LuxLeaks commence, où on a une enquête d'une ONG qui révèle que les accords fiscaux ont explosé depuis la révélation du scandale LuxLeaks. On peut se demander pourquoi les choses n'avancent pas. Le paradoxe, c'est que le temps du politique n'est pas forcément le temps de l'actualité et que la Commission, il faut le reconnaître, a mis beaucoup de propositions sur la table, beaucoup plus que tout ce qu'elle avait pu faire en 10 ans. Simplement, par exemple, pour l'échange automatique d'informations sur les accords fiscaux, les rescrits fiscaux, ce qui est au cœur du scandale LuxLeaks, ça a été voté en 2015 et ça entrera en vigueur le 1er janvier. Donc pour l'instant, ce qui a été décidé au niveau européen n'est malheureusement pas encore opérationnel, mais c'est pour bientôt. Voilà. Michel Rivasi, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation par rapport à ces questions d'évasion fiscale? Est-ce qu'on y voit un peu plus clair que, j'allais dire qu'il y a même un an? Oui, c'est vrai qu'on a quand même avancé, il y a une directive qui va arriver, mais on sent que ce n'est pas une volonté politique très féroce de la Commission. Pourquoi? Parce qu'elle est gangrénée de l'intérieur. Quand on voit le président de la Commission, M. Juncker, quand même, qui était le spécialiste, vous voyez, de l'optimisation fiscale, on sent bien que s'il n'y avait pas eu les députés européens, ça n'aurait pas beaucoup avancé. En même temps, on a même un manque d'éthique au niveau de la Commission. Vous voyez, moi, ce qui me choque quand même, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, un Barroso qui était l'ancien président de la Commission, qui va à Goldman Sachs, une ancienne commissaire comme Neelie Kroes, qui s'occupait du commerce et qui avait des paradis fiscaux, vous voyez, aux Bahamas. Et ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Et alors je me dis, pourquoi ils veulent le faire? Pourquoi les députés veulent le faire? Parce qu'avec la politique d'austérité, il y a des budgets de l'État qui s'amenuisent. Et donc on a besoin, si vous voulez, de faire en sorte à ce que ces grosses sociétés payent des impôts là où ils font du bénéfice et des activités. Mais on sent que ce n'est pas quand même la volonté à la fois des États, vous voyez, parce qu'il y a une complicité des États aussi, de la Commission, et que vraiment il faut une volonté très forte des députés européens pour que ces directives prennent en compte l'ensemble. Et puis, quand vous voyez aussi, il y a la justice qui est problématique. Moi, quand je vois Deltour, vous voyez, qui... Alors, on va en reparler dans quelques instants des lanceurs d'alerte, effectivement, parce que ça, c'est un sujet en tant que tel. Mais même qui a dévoilé LuxLeaks, donc a fait gagner quand même énormément de milliards dans des États membres, eh bien, cette personne-là, elle est attaquée par la justice. Donc, à un moment, il faut une cohérence. Vous voyez, qu'il soit les directives, mais aussi que la justice, que ce ne soit pas le Luxembourg qui dise « Ah mais non, il a donné des informations » et... Vous voyez, derrière une autre directive, c'est le secret défense qu'il y a derrière. Alors, en dehors de l'action des députés, est-ce qu'on peut dire, Patrick Le Yarrick, aussi qu'il y a des mobilisations très spécifiques dans ces domaines de l'évasion fiscale, qui sont aussi quand même un phénomène nouveau sur lequel vous, les uns les autres, vous pouvez vous appuyer, mais qui sont aussi, j'allais dire, dans l'environnement, ne serait-ce que médiatique, quelque chose qui existe plus qu'il y a 2 ou 3 ans quand même? Bah oui, il y a une prise de conscience à la faveur de ces révélations-là. Il y a des mouvements maintenant liés à des mouvements associatifs, liés à Attaque beaucoup. Il y a par exemple tout ce mouvement-là des chaises, qu'on appelle des chaises. Il y a les lanceurs d'alerte, bien évidemment, tous ceux qui font des recherches. Et donc ça produit un peu de mobilisation. Ce ne sont pas encore des grands mouvements de masse qui créent un rapport de force susceptible de tout faire basculer, mais au moins il y a ça. Et il y a un autre indice, c'est que nous avons 2 amis
un parlementaire et un sénateur du Nord, qui sont Alain et Éric Bocquet, qui ont fait un livre à partir du travail d'enquête que faisait le Parlement français et qui connaît un gros succès. Ils font des réunions un peu partout. Il y a beaucoup de monde dans ces réunions. Donc il y a un petit mouvement qui est en train de s'amorcer et ça a à voir avec la justice. Donc il faut plutôt favoriser ça. Est-ce que c'est un thème politique, vous diriez, Virginie Rosière, porteur à l'heure actuelle, particulièrement sensible, parce que cette question, évidemment, de l'économie souterraine, oui, rappelons-la comme ça, c'est tout de même quelque chose à laquelle les gens sont sensibles dans leur vie quotidienne. Et puis on ne dit pas assez que tout cet argent qui transite dans les paradis fiscaux sert aussi à financer le terrorisme, à financer les mafias. Donc évidemment, c'est une question aussi de sécurité, de renforcer le contrôle sur cet argent qui échappe totalement à toute traçabilité. Mais comme je vous le dis, les choses avancent lentement, mais elles avancent. Alors bien sûr, c'est beaucoup sous l'impulsion du Parlement. On ne doit pas bouder notre plaisir là-dessus. Particulièrement, nous avons fait passer en 2015 déjà une obligation pour la transparence des revenus et des impôts des multinationales à l'échelle européenne. Aujourd'hui, ce sont la Commission, mais surtout les États membres qui freinent. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, il faut dénoncer, même si la Commission n'est pas aussi lente, elle a quand même évolué, et ce sont les États membres le principal frein. On a vu le palmarès des pires paradis fiscaux publié hier. On a quand même 4 pays européens parmi le top 15. Donc voilà. Là-dessus, il y a un véritable double discours des États membres qu'il faut qu'on dénonce. Mais la mobilisation de l'opinion publique, les scandales à répétition, c'est vrai, qui sont, on va dire, qui posent une question à la capacité du politique à agir. Mais derrière, la mobilisation citoyenne qui se met en marche nous aide. Toute cette mobilisation, elle est pour nous un appui très fort. Hier, j'étais au Luxembourg pour l'ouverture du procès des LuxLeaks, pour soutenir Antoine Deltour et Raphaël Allais. Il y avait une quantité extrêmement importante de citoyens. C'était une mobilisation citoyenne avant tout, et des ONG, énormément d'ONG qui se sont constituées pour la justice fiscale, la transparence fiscale. Et ce mouvement de la société civile, évidemment, c'est quelque chose auquel on doit répondre collectivement. Alors parlons-en donc tout de suite des lanceurs d'alerte. C'est l'un des autres thèmes qui a été largement débattu au cours de l'année et il est encore, comme vous le dites, les uns les autres, dans l'actualité en ce moment. Et où est-ce qu'on en est de cette protection des lanceurs d'alerte? On n'a pas beaucoup avancé là tout de suite, Michel Rivasi. Alors il y a une directive sur le secret d'affaires. Voilà. Moi j'y ai participé. Et on avait dit cette directive, elle protège surtout les grosses entreprises. Un peu les PME, mais enfin c'était quand même les grosses entreprises. Et là, il y a eu une mobilisation d'ailleurs en France des journalistes, parce que les journalistes, si jamais ça passait tel quel, ils étaient attaqués. Donc on a essayé de les extraire. Et puis il y avait la problématique des lanceurs d'alerte. Là-dessus, Pascal Durand, qui fait partie du groupe Vert, avait préparé avec un groupe de députés Verts une proposition de directive. Et là maintenant, il y a un rapport d'initiative. Mais vous voyez qu'il faut pousser la Commission. La Commission, elle n'est pas prête. Autant, elle a fait passer la directive sur le secret d'affaires, mais en parallèle, il faut absolument la directive sur les lanceurs d'alerte. Parce que des gens comme Deltour, ils se font attaquer par la justice, ils ne sont pas protégés. Demain, vous, en tant que journaliste, vous allez montrer qu'il y a une évasion fiscale terrible et vous allez avoir accès à des infos. Vous allez être attaqué. Sur la santé, environnement, regardez le nombre de chercheurs qui ont sorti des affaires, que ce soit sur les vaccins, les médicaments, etc. Ils se font attaquer par ces gros lobbies. Donc, on sent bien qu'il n'y a pas assez, encore une fois, la Commission, elle n'est pas très volontaire, et les États. Parce que, pourquoi ça ne pousse pas plus au niveau des États? Parce qu'ils veulent aussi sauvegarder leur industrie. Ils savent qu'il y a des dysfonctionnements, ils veulent surtout que personne n'en parle. Et moi, il y avait un salon des lanceurs d'alerte, c'était il y a 15 jours à Paris, et c'est des gens mais qui sont complètement meurtris parce qu'ils ont perdu leur boulot, ils ne peuvent plus payer leur loyer, etc. Ils ont des procès sur le dos, alors qu'ils ont défendu l'intérêt général. Et moi, je suis pour la défense de l'intérêt général. Donc ces gens-là, pour moi, c'est des sentinelles, c'est des gens qui ont fait bouger les lignes. Et s'il n'y avait pas, encore une fois, le Parlement, vous voyez, parce qu'un rapport d'initiative, ce n'est pas un rapport législatif. Puis dernière chose, tout à l'heure, on a voté un changement dans le règlement du Parlement. Moi, j'étais très surprise que, énormément, parce qu'on a perdu là-dessus au niveau de l'amendement qu'on avait proposé, que les parlementaires ne veulent pas, par exemple, que les députés européens disent exactement avec quel lobby ils ont bossé, qu'ils ont la transparence sur leur patrimoine, etc., etc. Comment voulez-vous que d'un côté, si les députés se protègent, vous voyez, ils ne veulent pas
donner exactement enfin, c'est même pas leur salaire, mais leur patrimoine, etc. Et surtout les lobbies qui rencontrent pour faire des rapports, que les choses soient clean après. Donc vous voyez les réticences, elles sont à tous les niveaux. Situation des lanceurs d'alerte. J'allais dire, je pensais à ça en même temps que vous en parliez. Est-ce qu'un procès comme celui de Deltour et Dallet, qui se déroule en ce moment au Luxembourg, pourrait avoir lieu en France? Puisqu'on insiste sur l'importance des États à l'heure actuelle aussi par rapport à ces questions-là, est-ce qu'on pourrait avoir ce type de procès en France? On parle de l'Europe ici, bien entendu, mais parlons quand même du cas français. Est-ce que la France protège plus ses lanceurs d'alerte à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Si une grosse société, quelle qu'elle soit, une société multinationale, porte plainte contre un journaliste, contre un syndicaliste, contre même un salarié ou un médecin qui révèle des choses, oui, il se trouve forcément dans le cadre d'un procès et peut-être même en difficulté. On ne peut pas dire qu'ils sont totalement protégés aujourd'hui. La directive secret des affaires, il y a une législation plus forte maintenant depuis quelques semaines en France. La loi Sapin 2, on a quand même une reconnaissance des lanceurs d'alerte dans la loi française, ce qui n'existait pas auparavant. Tout à fait. Mais qui ne touche pas santé-environnement. Hein, méfiez-vous. Non, mais c'est pas parfait. Hein, oui, la loi Sapin 2, elle reconnaît les lanceurs d'alerte sur tout ce qui est fiscal. En général, oui. Mais intérêt général, santé environnement, c'est pas inclus. Sur l'intérêt général. Alors que souvent, sur les conditions de travail, sur des questions de pollution à l'intérieur et à l'extérieur, des effets externes, ça souvent c'est des choses aujourd'hui qui sont à l'ordre du jour qu'il faut absolument combattre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc ça veut dire pour l'année prochaine, la question des lanceurs d'alerte est au centre de vos préoccupations. Ah bien sûr. Bien sûr, moi je suis co-rapporteur sur justement le rapport d'initiative dont parlait Michel sur les lanceurs d'alerte. Le but, là encore, c'est de mettre la pression sur la Commission. On l'a dit, au moment de la directive sur le secret des affaires, on a beaucoup travaillé sur ce texte justement pour exclure totalement les journalistes et pour inscrire dans le texte une protection des lanceurs d'alerte. C'est quand même un précédent majeur où dans le droit positif européen, on a une définition des lanceurs d'alerte et on reconnaît la légitimité de leur action, y compris lorsqu'ils révèlent des choses légales mais contraires à l'intérêt général. Ce qui est exactement ce qu'on visait et pour faire en sorte qu'à l'avenir, des gens comme Deltour, comme Allais, ne puissent pas être poursuivis au titre du secret des affaires. Mais ce n'est pas suffisant, parce que comme ça a été dit, on peut poursuivre pour plein d'autres motifs, violation du secret professionnel, diffamation, on vole, on a plein de griefs qui peuvent être utilisés contre des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'il faut un texte horizontal. Alors effectivement, les Verts ont beaucoup travaillé, nous aussi. On essaie d'avoir une définition la plus large possible pour toucher les salariés, comme c'était le cas dans la proposition, mais aussi des consultants, des experts, des citoyens, des syndicalistes, pour toucher toutes les situations qui peuvent se présenter et puis pour apporter une protection assez large parce que comme l'a dit Patrick, ce sont des situations personnelles extrêmement dures où vous avez des personnes qui sont seules, qui prennent le risque d'affronter des organisations extrêmement puissantes avec beaucoup de moyens et qui font face avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation à une adversité particulièrement hostile et puis des procès et des bouleversements dans des vies. Dans des vies. Juste un petit mot peut-être sur le CETA, on l'a dit en début, qui a été quand même un des gros thèmes, qui a donné lieu aussi à des mobilisations citoyennes extrêmement importantes, fortes. Pourtant, le CETA a été après l'épisode du Parlement de Wallonie a été voté, oui bien sûr, voté par l'Europe. Il y aura des votes, il faut dire que ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y aura un vote du Parlement, vous aurez un vote en février. Il y aura les votes aussi des parlements nationaux, avec cette curiosité tout de même qu'on vote un accord qui a été de toute façon paraphé signé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a eu la commission qui a mis un petit coup d'arrêt. Parlez-nous-en, parce que ça va très... Oui, mais c'est la commission emploi qui a mis un bémol en disant non, on ne vote pas parce qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale, les marchés publics pourront être touchés, etc. Mais ça montre que, moi je suis très surprise avec la critique qu'on fait sur l'Europe, mais on l'a vu par rapport à l'élection de Trump, sur la mondialisation, que l'Europe continue à défendre ses accords de libre-échange. On sait très bien que ça pénalise, si vous voulez, l'Europe et certains pays sur l'agriculture, on le voit bien sur le CETA quand même, hein, que ce soit sur les élevages avec l'importation, les céréales, etc., même sur les laboratoires pharmaceutiques. Et la Commission joue un drôle de rôle. Vous voyez qu'au niveau des brevets, par exemple, qui permettent à des laboratoires pharmaceutiques d'avoir un monopole sur 20 ans, eh bien,
en Europe, on peut rallonger de 5 ans. Eh bien, ce n'était pas le cas du Canada. Ils ont obligé à rallonger aussi. Donc on voit bien que c'est les intérêts des industriels qui sont bien devant. Avec le tribunal, vous savez, qui a été une grosse critique, comment on peut faire un tribunal arbitral, on voit bien à l'heure actuelle avec l'affaire Tapie, parce que c'était un tribunal arbitral. Eh bien, les gens critiquent ça alors qu'on a des juridictions, mais tout à fait correctes en Europe et dans les États membres. Eh bien là, non, on va mettre un tribunal en dehors qui va donner le pouvoir aux industriels de condamner un pays, de condamner sa loi, parce qu'ils ne peuvent pas faire un investissement dans le pays. Mais c'est complètement antidémocratique. Et c'est ça qu'on remet en question. C'est pas parce que les Canadiens, c'est des gens sympas ou pas sympas. C'est que ce libre-échange est en train de désorganiser l'intérêt de la politique. Et moi, je suis pour valoriser la politique. La politique, il faut que ce soit elle qui décide comment les multinationales vont être traitées. Si on veut que les multinationales nous donnent leur activité par pays, c'est bien pour qu'elles payent des impôts dans le pays. Et vous voyez que même au sein de l'Europe, il y a une concurrence déloyale sur l'impôt sur les sociétés. Et c'est ça qui est dramatique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement l'histoire de l'évasion fiscale, il y a au sein même de l'Europe des dysfonctionnements qui font qu'on choisit plutôt l'Irlande que la France ou que notre pays. Donc c'est quelque chose de global qu'il faut faire pour l'intérêt des citoyens et pas pour l'intérêt des multinationales. Un mot là-dessus, Patrick Léhéric. Il va y avoir donc des mobilisations, tout de même de nouvelles mobilisations pour le CETA, ne serait-ce que parce que vous allez en parler, député européen, mais qu'on va en parler aussi dans les parlements nationaux. Vous pensez que ça peut changer quelque chose à l'heure actuelle ? Oui, la preuve est faite. Dans la commission emploi du Parlement européen, on a rejeté ça. D'autre part, il y a les réalités. Il y a une multitude de bouleversements, un peu dans la géopolitique mondiale. Ça ne se passera sans doute pas comme cela a été prévu il y a une dizaine d'années. J'ajoute une chose liée à ce que dit un peu Michel. Il y a d'autres accords de libre-échange comme ça qui sont prévus, notamment celui avec l'Afrique. Mais je ne vois pas comment on peut continuer bien longtemps à verser des larmes de crocodile sur l'immigration qui vient, etc., et continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire ce type d'accord de libre-échange, qui va provoquer encore plus de misère, plus de difficultés pour ces gens qui chercheront d'une manière ou d'une autre à s'échapper. Je ne vois pas comment on peut foutre des coups de canif dans l'accord sur le climat, comme c'est plus ou moins en train de se faire, se lamenter des migrations, et alors qu'on sait que le réchauffement climatique provoque cela. Donc il y a peut-être des gens, des ultra-libéraux qui ont pensé tout ça il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais aujourd'hui il y a notre protestation et notre opposition à nous, mais il y a une réalité qui va obliger, sans doute, à reviser tout ça, parce que ce n'est plus adapté au monde qui est en train d'arriver là. Voilà, on est obligé de se quitter. On est un petit peu pressé. Vous avez dit sur le CETA alors. Allez-y. Non, mais juste pour dire que le Parlement européen va voter le mois prochain et que son vote sera décisif. Oui, c'est ça. L'entrée en vigueur du traité est soumise au vote du Parlement européen. Donc à tous ceux qui souhaitent se mobiliser, j'en fais partie, pour empêcher ce précédent que constitue le CETA dans le déni de démocratie européenne que ça peut être à cause du tribunal arbitral, à cause du fait de mettre les multinationales à la table de la définition des réglementations. Il nous reste un mois, donc mobilisons-nous et puis nous voterons à la fin du mois de janvier. Merci. Et là, je crois qu'il y a l'unanimité entre nous. Vous avez tous les trois le mot de la fin. Merci à vous. Au revoir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a d'autres débats depuis le Parlement européen retrouvés sur le site de l'humanité.fr. Merci à vous. Au revoir.